Un plateau, deux invités, seuls devant les caméras, pour une conversation qu'ils mèneront comme ils l'entendent. Mais avant le débat, petit préambule. Je suis Alain Dupas, je suis physicien de formation et après ma thèse, je me suis consacré à l'étude des programmes spatiaux et j'ai écrit de nombreux livres sur l'espace, dont le dernier s'appelle d'une manière un peu provocante « Demain, nous vivrons tous dans l'espace ». Même question, pouvez-vous vous présenter? Je suis Richard Bonneville, je travaille au CNES, le Centre national d'études spatiales, l'Agence spatiale française. Je suis directeur adjoint des programmes, de la stratégie. Je m'occupe particulièrement des programmes scientifiques spatiaux et des programmes d'exploration. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour converser. Bien, la fin des navettes spatiales, c'est maintenant, c'est cet été. La dernière navette spatiale est partie au mois de juillet. Et désormais, eh bien, il n'y a plus de moyens de transport d'astronautes aux États-Unis. Alors, et après, on est en plein dedans, parce que de toute façon, il y a aujourd'hui une station spatiale qui tourne autour de la Terre, à bord de laquelle il y a en général 6 astronautes qui travaillent. Elle va continuer à tourner, à travailler au moins pour 10 ans. Donc, il n'est pas du tout question en ce moment d'arrêt des vols habités. Les vols habités sont en cours. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de navette pour transporter des charges lourdes et un grand nombre d'astronautes vers la station. Donc, on est en plein déjà dans l'après-navette, mais l'après-navette, c'est encore la station. Avec l'arrêt des navettes, c'est la fin d'une époque. Commencé après les missions lunaires Apollo, la navette, c'était le vaisseau spatial universel qui devait servir aussi bien à lancer des satellites qu'à transporter des équipages. En fait, il n'a pas tenu toutes ses promesses. Son utilisation s'est révélée beaucoup plus coûteuse et complexe que prévu. Et de fait, la navette a essentiellement servi à desservir l'orbite basse et la station spatiale. Alors maintenant, il n'y a plus de navette. On entre dans une nouvelle période parce que les vols habités continuent. La station spatiale va continuer avec d'autres moyens dont le développement a déjà commencé. Et en particulier, des initiatives nouvelles, des initiatives commerciales sont en cours d'élaboration. Et par ailleurs, la NASA va entreprendre des nouveaux moyens qui permettront d'aller non seulement à la station spatiale, mais au-delà de l'orbite basse, vers des destinations plus lointaines. Je pense pas, ça n'a pas de sens. C'est pas la fin de l'homme dans l'espace, c'est la fin d'une période de l'homme dans l'espace. On commence déjà à préparer la suite, et la suite, c'est les vols habités au-delà de l'orbite basse, vers la Lune, vers les astéroïdes, vers Mars. Il y a actuellement un groupe de travail international qui s'appelle ISEG, qui regroupe 14 agences spatiales et qui est en train d'élaborer une stratégie globale pour la suite du vol habité. Alors, le but final, c'est, dans un futur indéfini, pouvoir poser des hommes à la surface de Mars. Et il y a plusieurs étapes qui sont prévues. Il y a le retour à la Lune, avec comment, sur la Lune, apprendre à travailler, à vivre pendant des longues périodes sur une surface planétaire. Il y a des missions vers les astéroïdes, comment voyager longtemps dans l'espace lointain, avec tout ce que ça suppose. Et le but final, c'est l'homme sur Mars. Donc, on ne sait pas trop quand. Donc, ce n'est pas du tout l'arrêt du vol habité, c'est un nouveau départ vers des objectifs beaucoup plus ambitieux. Oui, en fait, l'impression qu'on ait un moment où les vols habités s'arrêtent est complètement fausse, bien sûr, mais cette impression vient du fait qu'il y a eu beaucoup de projets après Apollo, des projets qui étaient ambitieux et qui tous pratiquement visaient soit de retourner sur la Lune, soit d'aller vers Mars, et qu'aucun de ces projets ne s'est réalisé et que finalement le seul projet qui, d'une manière assez lente et assez difficile, s'est concrétisé, c'est la Station spatiale internationale. Mais la Station spatiale internationale, ce n'est pas un programme d'exploration. On a mis un laboratoire là-haut, autour de la Terre, pour faire des recherches de physique, de chimie, de biologie, dans un milieu différent de celui qui existe sur la Terre, un milieu dans lequel il n'y a pas de pesanteur. Peut-être qu'après tout, Apollo a donné de
des espoirs qui étaient beaucoup trop grands. Ça a été tellement vite, ça a été tellement spectaculaire. L'homme qui va sur la Lune en 10 ans. Après, eh bien, il y avait une certaine attente, en particulier chez les passionnés de l'espace, pour une suite qui serait l'installation de bases sur la Lune et puis, bien sûr, des missions martiennes. Et aujourd'hui, on est plus de 40 ans après l'arrivée des hommes sur la Lune. Et puis, eh bien, il n'y a pas de projet réel actuellement pour retourner sur la Lune ou pour aller vers Mars. C'est toujours des idées, des concepts, beaucoup de jolis dessins, mais il n'y a rien de concret. Donc, beaucoup de gens sont déçus. Et moi, je crois tout simplement que la logique qui est celle de grands États s'associant, par exemple, pour monter ensemble une expédition vers Mars, peut-être que cette logique, aujourd'hui, elle n'a plus suffisamment de support politique pour pouvoir se développer rapidement. Alors, tout le monde continue. C'est un peu un discours que je trouve assez creux, qu'on dit oui, finalement, on ira un jour sur Mars. Mars, c'est important. Ça, on peut peut-être d'ailleurs y revenir. Pourquoi Mars est si important pour la science, comme d'ailleurs sur le plan, je dirais, philosophique et mythique. Mais pour l'instant, il y a rien. Quelque part, en ce moment, les vols spatiaux habités, on peut considérer, au moins sur le plan des États, qui se scindent en deux parties. La Station spatiale internationale, c'est un labo. Et puis à part ça, eh bien, il y a les programmes d'exploration du système solaire avec des robots et éventuellement des hommes. Et ces programmes, eh bien, actuellement, ils avancent peut-être pas aussi vite qu'on pourrait l'espérer. Je suis tout à fait d'accord. La station spatiale, c'est pas de l'exploration. Si on veut étendre la présence humaine dans le système solaire, aller au-delà, vers la Lune, vers Mars, vers les astéroïdes, etc., il faut lancer des programmes nouveaux. Aujourd'hui, c'est vrai que la volonté politique, on ne la sent pas beaucoup. Il faut dire également que le contexte économique s'y prête pas tellement, ni aux États-Unis, ni en Europe. On ne sait pas si un jour l'humanité fera le choix d'envoyer des hommes à la surface de Mars. On ne le sait pas. Simplement, il faut se préparer à cette éventualité en développant les technologies qui paraissent nécessaires pour arriver un jour à ce but. Il faut, à court terme et à moyen terme, explorer autant que possible cette planète en utilisant les moyens disponibles, c'est-à-dire des moyens robotiques, pour bien connaître cet objet et peut-être un jour préparer l'atterrissage d'hommes sur cet objet. On ne sait pas si ça aura lieu, mais c'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter aujourd'hui. Il n'y a pas doute que Mars est l'objectif mythique par excellence. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'une des grandes questions que l'on se pose en faisant de la recherche spatiale, c'est nos origines. L'évolution du système solaire, la formation des planètes et bien sûr l'apparition de la vie. Et si l'on pouvait trouver des traces de vie ou des vestiges de vie passée ailleurs dans le système solaire, il n'y a pas tout à fait que Mars, eh bien ça serait effectivement probablement une véritable révolution en matière scientifique. C'est pour ça que Mars est le grand objectif des agences spatiales en ce moment, la NASA, et puis aussi bien sûr en Europe. Et il n'est pas interdit de penser que si la vie est apparue sur Mars dans un passé très reculé, elle ait pu subsister dans certaines niches sous la surface de Mars. On sait que la vie, c'est quelque chose d'extrêmement robuste. On va sur Terre, la vie, on la trouve partout, dans les endroits les plus hostiles. Donc si elle est apparue sur Mars un jour, elle a peut-être pu subsister. Alors Mars... Ce que je veux rajouter là-dessus, c'est que Mars est loin. Et donc, les communications radio avec Mars sont longues. Alors aujourd'hui, comment on travaille avec des robots ailleurs ? Eh bien, on travaille par télécommande, un peu comme un gamin télécommande un avion ou un petit véhicule. Le seul problème, c'est que le temps de trajet, aller-retour, peut faire prendre plus d'une demi-heure et c'est pas commode. Donc, de toute façon, il y a peut-être une chose intermédiaire entre envoyer des hommes tout de suite sur la surface de Mars et puis les laisser sur la Terre, c'est de les installer près de Mars, autour de Mars. Sur par exemple, un satellite de Mars comme Phobos. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on est tout près de Mars, sans avoir besoin de faire les derniers pas. Et les derniers pas, pour aller sur Mars, ça coûte très cher. Parce que Mars, c'est quand même une assez grosse planète. Et donc, mettre une espèce de station en orbite autour de Mars, d'où on pourrait piloter une flotte de robots, ça pourrait être une solution intéressante. Et le seul projet actuellement qu'il y ait
de véhicules plus avancés pour Mars, c'est un projet américain avec un lancement l'année prochaine, et après, il n'y a plus rien. Donc je dirais qu'en ce moment, il y a aussi un autre problème, c'est que c'est pas simplement que l'homme sur Mars, c'est peut-être loin et cher, c'est que les robots, ça n'avance pas non plus très vite. Et donc peut-être que, comme d'ailleurs dans le domaine des vols habités, il faut s'interroger, est-ce que ce que l'on fait dans l'espace, on ne le fait pas d'une manière beaucoup trop compliquée, beaucoup trop chère? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller beaucoup plus vite, aussi bien pour les robots qu'éventuellement un jour pour les hommes? Je voudrais citer quelques chiffres. Une mission de retour d'échantillons de Mars par des moyens robotiques, ça a déjà été étudié. C'est quelque chose qui est de l'ordre de 5 milliards de dollars ou d'euros, comme vous voudrez. Une mission lunaire, un programme lunaire, envoyer des hommes sur la Lune, installer une base, c'est quelque chose entre 50 et 100 milliards. Et puis aujourd'hui, l'homme sur Mars, c'est un ordre de grandeur de plus, c'est plusieurs centaines de milliards. Donc, on peut faire beaucoup de missions robotiques très sophistiquées pour le prix probable d'une mission habitée. Et dans le contexte actuel politique, l'heure n'est pas à l'optimisme pour les grands investissements spatiaux. Il y a des questions que je me pose, c'est vraiment, si ça va si lentement pour faire des missions robotiques compliquées, je me demande si un de ces jours, il n'y aura pas plutôt une mission martienne habitée, parce que c'est cher, c'est vrai. Vous citiez des centaines de milliards de dollars. Sur 30 ans, parce que malgré tout, on ne va pas y aller tout de suite, hein. Sur 30 ans, ça ne fait pas tant que ça par an. Alors, d'autre part, il y a quand même une chose qui a quand même frappé les esprits ces derniers temps, c'est qu'après l'accident de la navette Columbia en 2003, eh bien, le président de l'époque, George W. Bush, avait décidé un programme Constellation disant le rôle des agences, et en particulier de la NASA, c'est d'envoyer des hommes loin de la Terre. Donc, commençons par retourner sur la Lune et après, on ira sur Mars. Et ce programme a été arrêté par son successeur, Barack Obama. Donc, j'ai des doutes sur la possibilité de vraiment avancer dans un programme international d'exploration lunaire ou martien à partir du moment où il n'y a pas de leadership américain. Donc il y a un vide. Alors on peut continuer à réfléchir, à avoir des idées intéressantes, des plans cohérents, mais s'il n'y a pas un chef quelque part qui dit « allez, ça y est, on y va », je pense que ça va prendre très très longtemps et qu'après tout, eh bien, des gens privés ayant beaucoup d'argent et qui se disent « moi, ce que je veux dans la vie, c'est aller sur Mars et puis puisqu'il n'y a pas de programme étatique, je vais le faire », je pense que c'est quelque chose qui risque d'arriver un de ces jours, compte tenu de l'accélération de la technologie et de l'abaissement d'un certain nombre de coûts de systèmes. On n'est pas dans un monde statique. Alors l'espace privatisé, ça recouvre potentiellement deux choses. Le premier aspect, c'est l'initiative américaine de privatiser l'accès à l'orbite basse en faisant appel à des moyens de transport privés développés par le secteur privé. Il y a des contrats qui ont été passés à un certain nombre d'industriels pour développer des véhicules de transport, de fret et d'équipage pour aller à l'orbite basse, à la station spatiale. Et effectivement, on constate que ces opérateurs privés sont capables, pour des coûts sensiblement moindres, d'offrir un moyen de transport. Alors la question de la sécurité reste ouverte. Mais c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Sur la sécurité, compte tenu de ce que la NASA a fait au cours des 30 dernières années, je dirais qu'on peut accorder le bénéfice du doute aux opérateurs privés. Tout à fait. Parce que la NASA ne peut difficilement se poser en champion de la construction de véhicules sûrs. 14 personnes, 2 accidents qui ont chacun coûté de l'ordre de 2 à 3 milliards de dollars. C'est quand même une histoire un peu difficile. Alors, l'objet, c'était de permettre à la NASA de consacrer ses ressources à l'exploration lointaine au lieu de se contenter d'envoyer des hommes à la station spatiale. Alors, l'autre volet de ce qu'on peut appeler l'espace commercial, c'est ce qu'on appelle le tourisme spatial. Je pense qu'on pourra en dire un mot tout à l'heure. C'est très, très médiatique. Et pour ma part, je suis assez réservé. Mais ce qui est intéressant, il n'y a
ne faut pas croire, la NASA, pas plus que l'Agence spatiale européenne, ne construit les engins spatiaux. Ils sont construits par des industriels du secteur privé. Ce qui change, c'est la manière dont c'est fait. Là, la NASA a fait une sélection, a dit à 2 industriels, vous, voilà, pour ce tel prix, vous développez des systèmes, je ne veux pas payer plus cher, je ne paierai que si ça marche. Et en revanche, je vais vous fiche la paix, j'imposerai très peu de contraintes. Et c'est un facteur très important dans le fait qu'apparemment, les systèmes qu'ils ont construits, comme la fusée Falcon 9 de Space Exploration Technologies et le véhicule de Orbital, qui est son concurrent, eh bien, ces systèmes sont beaucoup moins chers, manifestement, qu'un véhicule étatique. Donc, il y a 2 sociétés qui sont en piste. On arrive vraiment à la phase finale de ce programme qui a l'air de marcher. Alors, on peut se demander, est-ce que c'est raisonnable, effectivement, de confier le transport d'astronautes à des sociétés privées ? Il y a une chose qu'on oublie toujours, c'est que le premier vol d'un homme dans l'espace, maintenant, ça fait 50 ans. Entre-temps, la technologie a beaucoup évolué. Et franchement, je pense que dans quelques dizaines d'années, aller dans l'espace, ça sera à la portée vraiment de petites entreprises ou de petits pays. Mais sans doute pas à la portée de toutes les bourses. Ça baisse quand même énormément. Oui, en fait, effectivement, l'accès par des moyens privés à l'orbite basse, pourquoi pas, hein. Je crois que c'est une bonne idée pour aller desservir un laboratoire. Maintenant, si c'est pour permettre à des gens, à quelques personnes très fortunées d'aller faire un tour en impesanteur, on peut s'interroger sur l'intérêt de la chose. Je pense que, en fait, ce qu'on appelle tourisme spatial, c'est ça, mais ça sera sans doute très cher. Par contre, des initiatives type Virgin Galactic, par exemple, c'est différent. C'est faire un petit tour dans la stratosphère, comme a pu faire Alan Shepard. C'est pas vraiment du spatial. Ça permet d'avoir le titre d'astronaute. Ça permet d'avoir le titre d'astronaute. Ça permet de voir la courbure de la Terre pendant quelques minutes ou quelques dizaines de minutes. Bon, c'est quand même d'un intérêt limité. Oui, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que le vol suborbital, c'est pas du tout ça, hein. C'est effectivement ce qu'a fait Shepard. C'est, hop, on fait une chandelle, on monte, et puis on monte à 100 km, puisque c'est la frontière de l'espace, et on redescend. Ça coûte, c'est 100 fois plus facile techniquement, ça coûte donc à peu près 100 fois moins cher. Ça coûte quand même aujourd'hui de l'ordre de 100 000 à 200 000 dollars. C'est effectivement, tout le monde ne pourra pas se le payer. Mais là, moi, mon point de vue, c'est que c'est pas très différent de beaucoup d'activités du type extrême. Aller au pôle Nord ou au pôle Sud, ou faire l'Everest, ou traverser, faire le tour du monde en bateau. Et en général, les gens qui veulent faire ça, ils trouvent des moyens autrement que par leur propre financement. Ils trouvent des sponsors, ils feront des concours, etc. Donc je pense qu'il y aura d'autres moyens que la richesse personnelle de financer les gens qui ont envie d'y aller. Oui, à condition qu'on ne demande pas à la puissance publique de subventionner ce genre d'activité. Ah, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. La puissance publique n'a pas à subventionner. Et le projet le plus avancé, c'est celui quand même d'une vedette du monde des affaires, Richard Branson, le patron des multiples entreprises Virgin. Et le projet Virgin Galactic, techniquement, il tient la route. L'investissement fait par Branson est de plusieurs centaines de millions de dollars. Donc, ça peut se faire sans l'argent public. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a trop de risques? Est-ce qu'il y a des accidents? Puis, est-ce que ça vaut la chandelle? L'expérience, c'est qu'actuellement, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté leur intérêt à faire des vols de ce genre. Et puis, on déposé déjà des avances, et ces avances représentent plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc, la question, là, je ne porte même pas de jugement de valeur, c'est s'il y a vraiment plein de gens qui ont envie d'aller dans l'espace, pourquoi pas? Techniquement, c'est faisable, et les prix vont beaucoup baisser parce que la technique évolue. Ça risque quand même d'être un loisir dangereux. Un jour, il y aura un accident, je ne sais pas ce qui se passera. Je crois que cette volonté personnelle d'aller dans l'espace, elle est aujourd'hui essentielle, et on n'empêchera pas, grâce au projet technique, les gens qui veulent le faire, de le faire. Et j'ai tendance à penser, pour revenir plus généralement à la problématique du vol habité,
que c'est un peu un mythe, le mythe américain du Go West Young Man, aller vers l'ouest jeune homme. Bon, maintenant, il n'y a plus d'ouest, hein, on va vers le haut. Hein, Go Up Young Man, aller vers le haut jeune homme. Même si on ne sait pas trop ce qu'on va y faire. En fait, quand on lit le rapport Augustine, c'est le rapport, vous savez, qui a conduit à l'annulation du programme Constellation, il faut faire du vol habité aux Américains, mais on ne dit pas pourquoi. Et le seul argument qu'on donne, ce n'est pas la science, ce n'est pas la technologie, c'est, on peut lire entre les lignes, l'exploration comme moteur de coopération internationale sous leadership américain. C'est un peu juste. Il y a un aspect dont on ne parle pas du tout, là, c'est le fait que, eh bien, dans l'espace, on pourrait éventuellement un jour, au-delà de toutes les activités économiques qu'on y fait, en particulier dans le domaine des télécommunications et de l'observation de la Terre, eh bien, par exemple, réaliser des centrales solaires spatiales, y aller pour des raisons économiques. Hein. C'est ce que mettait en avant le conseiller scientifique du précédent président, George Bush, qui était John Markburger, qui disait finalement la finalité de l'aventure spatiale, c'est d'étendre la sphère d'activité économique de l'humanité au cosmos, un jour à la Lune et peut-être au-delà. Moi, je suis assez d'accord. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera ni si ça arrivera, mais je pense que quand on a commencé à traverser l'océan Atlantique pour aller coloniser les États-Unis, on ne prévoyait pas que quelques siècles plus tard, ça serait là que se trouve le plus grand centre de richesse économique, en dépit des problèmes d'aujourd'hui. On rappelait tout à l'heure, à propos de la station spatiale, que c'est un grand projet international. Hein. Il y a les Américains, il y a les Russes, les Européens, les Japonais, les Canadiens. Et dans les pays spatiaux émergents, il en manque un grand, ce sont les Chinois. Et ça paraît difficile d'imaginer à l'avenir de très grands programmes spatiaux, en particulier des programmes d'exploration, sans la Chine. Or, aujourd'hui, clairement, les Américains disent on ne fait rien avec les Chinois. Les Chinois ont demandé est-ce qu'on peut monter à bord de la station. La réponse a été non. J'ai tendance à penser qu'un programme d'exploration du système solaire, un programme habité, ça doit être une entreprise globale de l'humanité. Chacun participe selon ses priorités, selon ses capacités, ses intérêts. Et donc je pense que cette fermeture qu'on sent aujourd'hui peut être extrêmement dommageable. Oui, mais je crois que les Chinois ne sont pas non plus très enthousiastes. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que la Chine est une puissance qui a vraiment l'ambition de devenir un jour le numéro 1 dans le monde. Elle en est très loin, même si sa puissance économique est déjà forte. Mais techniquement, ils ne sont pas quand même très avancés. Militairement, ils sont très loin. Mais je crois qu'ils ont la volonté de faire du spatial une espèce de vitrine de leur développement technique et de leur volonté de devenir une puissance globale. Alors, et ça c'est aussi un point sur lequel il faut qu'on insiste, les deux puissances émergentes, qui sont la Chine et l'Inde, les deux ont des programmes de vols spatiaux habités. C'était pas obligé. Alors la Chine a pris les devants, elle a envoyé un homme dans l'espace dès 2003. Cette année, elle commence à monter une petite station orbitale et les Chinois, quand on leur parle, ne se cachent pas de la volonté d'aller sur la Lune, mais pas très vite, pas dans une course comme dans les années 1960. Ils disent qu'ils pourraient être sur la Lune vers 2030. Ça paraît pas du tout absurde. Avec les technologies des années 2020 et la richesse qui sera celle de la Chine à l'époque, qui sera probablement la première puissance économique du monde, on ne voit pas pourquoi ils ne pourraient pas y arriver. Et puis la deuxième puissance montante, l'Inde, va envoyer des hommes dans l'espace dans les prochaines années. Finalement, il n'y a que l'Europe qui... L'administrateur de la NASA disait récemment, si les Chinois veulent aller sur la Lune, qu'est-ce qu'ils y trouveront ? Un drapeau américain. Et l'Europe dans tout ça. Aujourd'hui, les Européens sont un peu à la remorque des Américains. De toute façon, dans ce domaine-là, ils l'ont toujours été, plus ou moins. Un problème des Européens dans ce domaine, c'est toujours de se placer par rapport aux Américains avant de dire ce qu'eux-mêmes souhaiteraient faire. On peut le déplorer, mais c'est comme ça. Mais il faut voir aussi que le budget spatial européen civil, c'est, disons, typiquement 1/6 du budget spatial américain civil.
On a les ambitions de nos moyens. Et je ne sens pas aujourd'hui en Europe, que ce soit au niveau des pays, de l'Agence spatiale européenne, de la Commission européenne, une volonté très forte pour se lancer dans cette aventure. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il vaudrait mieux, pour ce qui est des programmes étatiques, il y a une vraie coopération avec une vraie volonté générale ou sous la direction d'un pays qui pourrait être les États-Unis ou qui pourrait être un jour la Chine, après tout. Mais on n'en est pas vraiment là. Cela étant, il y a quand même pas de doute que dans les nouveaux pays qui montent, être une puissance spatiale complète avec l'homme dans l'espace, c'est un facteur qui n'est pas négligeable. Mais la question qu'on peut se poser, il y a sur le plan géopolitique, il pourrait y avoir aussi le Brésil qui monte un jour dans cette direction. Parce que aujourd'hui, il y a quand même un très net décalage de croissance entre nos pays avancés et puis les pays qui nous courent derrière, en quelque sorte. Et le Brésil en fait partie, comme l'Inde ou comme la Chine. Mais on peut peut-être se demander s'il ne pourrait pas y avoir un vrai programme spatial privé qui viserait, par exemple, à faire une base privée sur la Lune. Attention, on ne peut pas faire n'importe quoi sur la Lune. Il y a un traité sur la Lune et les objets extraterrestres. J'ai assisté à une conférence d'un Américain qui disait, voilà, on va aller sur la Lune ou sur un astéroïde, on va creuser, on va récupérer des minerais, etc. Et quelqu'un dans la salle dit, mais vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Il avait l'air de le découvrir. Donc je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut quand même rappeler pour modérer un peu certains enthousiasmes. Cette question de l'exploitation économique de l'espace lointain est une question qu'il faudra effectivement un jour se poser. Cela étant, quand on voit aujourd'hui la course aux ressources de l'Arctique qui commence entre la Russie, le Canada, les États-Unis et l'Europe avec, je pense que c'est la Norvège, on se dit que s'il y avait de vraies ressources intéressantes sur la Lune... On n'y trouvera pas de pétrole. Non, mais la grande richesse pour moi qu'il y a dans l'espace, c'est le Soleil. Et le Soleil, on le reçoit sur la Terre, mais on ne le reçoit pas parfaitement. Les rayons sont largement arrêtés par les nuages, par aussi le cycle jour-nuit. En revanche, dans l'espace, il y a une abondance d'énergie absolument extraordinaire. Je crois que, par exemple, des centrales solaires spatiales pourraient avoir un sens. Pas forcément maintenant, mais dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, encore une fois, il n'y a pas d'urgence, il n'y a plus de course. Il ne faut pas avoir une vision statique des choses. Non, je pense que le spatial, en fait, ça servira beaucoup, essentiellement même, à la vie sur Terre. Et ça nous ramène au début du débat. Certains disent que le futur de l'humanité, c'est dans l'espace, on va émigrer sur d'autres planètes. Ça permettra peut-être de résoudre certains problèmes de surpopulation, etc. Moi, je suis convaincu qu'on est sur une planète, on est confiné sur une planète dont les ressources sont limitées, il faut faire avec. Alors peut-être que grâce au spatial, on peut rapporter de l'énergie, mieux gérer notre planète, mais je ne pense pas que l'espace sera la porte de sortie pour notre humanité. Il ne faut quand même pas oublier que l'Amérique, justement, qui est quand même le pays où se passent beaucoup de ces initiatives privées vers l'espace, c'est quand même un pays qui a été peuplé par des gens qui ont fait des efforts incroyables pour y aller. Moi, je me souviens, visitant une usine spatiale à Brême et assistant à une réception du maire, le maire a dit, voilà, le port à côté de Brême, là, il y a 7 millions d'Allemands qui sont partis pour l'Amérique du Nord au 19e siècle. 7 millions. Et franchement, c'était partir loin, il n'y avait pas de communication, on ne savait pas trop ce qu'on trouvait. Je crois que partir s'installer sur Mars dans quelques décennies ou dans un siècle ou deux, je pense que ça sera plutôt plus facile que ce qu'ont fait les pilgrims qui sont partis s'installer en Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle. Là, je ne partage pas cet avis. Je pense que la vie sur une base planétaire, lunaire ou martienne, ça sera comme la vie sur une base antarctique. Il y a un petit nombre de gens, ils vivent confinés. Ils ne sortent pas souvent parce que dehors, c'est hostile, il fait froid. Et puis, ils attendent la relève. Et je pense qu'une base lunaire, ça sera ça.
je pense, encore une fois, là, je me place pas du tout au XXIe siècle, je me place au-delà. Je pense qu'il y aura des colonies, pas forcément immenses, ailleurs dans le système solaire et pas forcément là où on pense. Certainement Mars, mais peut-être au-delà, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Europa ou bien Titan. Tout le monde, personne n'est obligé de le faire, mais en revanche, quand la technique le permettra, certains pour moi le feront. Ce que j'espère, c'est que dans quelques siècles, déjà, l'humanité n'aura pas détruit son berceau naturel. Je pense que l'homme est prisonnier sur cette terre et que sans un saut considérable en termes de technologie, nous sommes condamnés à rester ici. Voilà, vous dites condamné, prison. Moi, je pense qu'on s'évadera. C'est déjà fini, merci. À très bientôt au même endroit avec de nouveaux invités pour débattre et s'écouter.